Je vais commencer par me présenter, puisque je suis Caroline Zand, je suis vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, conseillère municipale à la gouvernance de la donnée, et j'ai en charge le numérique responsable, l'innovation, l'enseignement supérieur, la recherche, voilà. Et donc, dans toutes ces... je vois que vous êtes désolé pour le problème technique et que vous essayez de le régler au plus vite, mais bon, écoutez, moi, je continue. et puis au pire, je recommencerai s'il y en a besoin. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, puisqu'on m'a invité à m'exprimer sur la question de la démocratie 2.0 et de la manière dont le numérique transformait notre rapport à la citoyenneté, j'avais envie de vous faire part de plusieurs éléments. Parce que à Strasbourg, comme dans d'autres collectivités, on a cette problématique depuis finalement le début du mandat, c'est de trouver la meilleure manière de faire parler tout le monde, c'est-à-dire d'embarquer tout le monde dans cette question de la citoyenneté. Alors ça a posé des questions plus vastes, puisque je voudrais commencer par un retour un petit peu de la parole des enfants qu'on a interrogés dans les écoles. Et c'était assez drôle quand on leur posait la question de savoir c'est quoi la démocratie. Évidemment, non, c'est pas évident, mais en tout cas, une des premières réponses, c'était le fait de demander leur avis aux gens. Donc voilà, étant donné qu'on nous demande souvent notre avis, ça veut dire qu'on est en démocratie. Alors effectivement, on nous demande souvent notre avis. Chaque commerce aujourd'hui interroge ses clients, chaque éditeur de logiciels interroge ses utilisateurs, et puis chaque commune fait des enquêtes de satisfaction sur ses services publics, par exemple. Voilà. Alors, lorsqu'on pousse un petit peu le curseur et on demande à ses enfants, mais et si une fois qu'on a demandé l'avis des gens, on ne les écoute pas, est-ce qu'on est encore en démocratie? Oui, parce qu'on ne peut pas écouter tout le monde, et puis il faut un chef. Alors là, en général, je dis, il faut un chef ou une chef? Bon, allez. Mais il faut quelqu'un qui décide à la fin. Sinon, c'est pas la peine de poser la question. Et d'autres pour qui, finalement, on n'est pas en démocratie si on ne suit pas l'avis de tout le monde. Donc c'était intéressant parce que la dimension qui n'apparaissait plus chez ces enfants et qui n'apparaît plus non plus chez un certain nombre de personnes, c'est la dimension de la participation, une dimension publique. La sensation qui est partagée, c'est que le pouvoir n'appartient pas aux gens, il n'appartient plus aux gens. Certains votent, donnent le pouvoir à l'occasion d'élections, et puis s'en occupent plus, sauf pour donner leur avis quand on le demande. Et puis à la fin, si on n'est pas d'accord, on peut voter contre la personne qui a organisé ça, mais il n'y a plus ce sentiment de posséder, de posséder au sens de la racine latine du pouvoir. Donc il y a quelque chose qui est assez perturbant. Il y a une exception à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exception, c'est le rôle des réseaux sociaux. Et j'en viens au numérique. On nous a dit aussi, si les gens ne sont vraiment pas contents, ils peuvent faire changer les choses et ils vont sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on a vu avec MeToo. Alors, hashtag MeToo, c'est vraiment l'événement qui fait penser que les réseaux sociaux ont ce pouvoir de changer les choses. Certains ont parlé également chez les enfants du printemps arabe. Et donc, ça évoque quelque chose. Et la problématique, je crois, à partir de là, se pose d'elle-même. Est-ce qu'il faut vraiment un exercice démocratique en ligne? Est-ce qu'il faut une participation citoyenne avec des outils numériques? Ou est-ce que l'organisation spontanée de communautés à des moments clés de l'histoire, de la vie d'un pays, du monde, est suffisante? Je pense que l'un n'exclut pas l'autre et qu'il faut cumuler ces exercices. Que la démocratie doit s'exprimer partout, que la démocratie doit s'exprimer avec les outils qui existent déjà, avec ceux aussi qui n'existent pas encore, et finalement, dans des formes qu'on juge aujourd'hui souhaitables, acceptables, mais peut-être aussi sous des jours qui nous font un peu peur parce qu'on ne maîtrise pas. Il faut accepter que la démocratie puisse bouillonner. On remarque quand même un paradoxe dans l'appropriation des outils numériques, parce qu'on entend énormément parler de transparence des outils utilisés, et c'est au cœur des questions dès qu'une collectivité va développer un service. Mais au quotidien, la confiance semble couler de source avec des opérateurs privés parce que l'usage est quasi natif. Facebook connaît toutes nos vies, Microsoft a accès à l'intégralité de nos données médicales,
Google, c'est toutes nos habitudes. Et on continue parce que c'est pratique, parce que c'est un usage qui est établi. Pourtant, les plateformes qui sont proposées par les collectivités, eh bien, doivent, et c'est normal, répondre de la plus grande transparence et expliquer, parce que c'est aussi l'accès aux données administratives qui se joue, donner accès à toutes les informations. Je voudrais poser la question à ce stade du modèle économique, et on en vient vraiment aux outils de participation dans les collectivités. Pourquoi est-ce que ces plateformes de participation citoyenne que l'on voit, ce sont les collectivités qui les mettent en œuvre? Parce qu'elles ont les moyens de le faire. Et je vois qu'un certain nombre de communautés dans d'autres agglomérations, pas à Strasbourg, mais plutôt dans le sud, elles s'organisent de manière plus spontanée et sans ce modèle économique. Parce que y a des gens qui savent développer, utiliser des outils libres et qui vont dans un quartier, sur un territoire, organiser les choses sans la collectivité pour faire émerger un avis sur une ou plusieurs questions adressées aux citoyennes et aux citoyens. Mais les collectivités ont les moyens de développer des plateformes, on y reviendra évidemment après, qui ont un impact plus important sur le territoire, mais qui sont aussi beaucoup plus chères à développer. Il y a la question du modèle économique des éditeurs de logiciels, c'est évident, mais aussi de la puissance publique au sens premier. Cela dit, je crois qu'il y a un élément important, quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est la confiance dans l'outil numérique, et c'est donc la question de l'éducation populaire au numérique. Parce que pour comprendre et accorder la confiance, c'est primordial. Alors, nous ne sommes pas tous et toutes des ingénieurs informatiques, on ne le deviendra pas. Néanmoins, il faut qu'on arrive dès l'école aujourd'hui à pouvoir expliquer comment fonctionnent les choses, et qu'il s'agisse de Facebook ou de participer.strasbourg.eu. Il faut qu'on comprenne comment ça se passe et quel est le biais pour recueillir la parole des gens. Maintenant, une difficulté qui est rencontrée par les collectivités dans la conception de leurs outils. Il ne faut pas se le cacher, nous sommes dans une bulle informationnelle. Et on a à Strasbourg, comme dans des tas d'autres communes, et on parle beaucoup, notamment avec Marseille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, actuellement, de ces questions. Nous sommes dans des bulles informationnelles où on a besoin évidemment d'ouvrir les portes, mais d'aller chercher les gens. Parce que lorsque vous faites une consultation citoyenne aujourd'hui, vous avez les premiers informés. Vous avez la première ligne des gens qui sont un peu toujours les mêmes, qui sont très bien informés, qui savent comment utiliser les outils qui sont mis à disposition, comme la plateforme Participer Strasbourg, qui sont tout de suite informés parce qu'ils sont sur les réseaux de la collectivité du moment où on va leur demander leur avis et pendant combien de temps on va leur demander, sous quelle forme. Donc, ils sont très habitués à répondre à ça. Parfois aussi, ce sont des anciens candidats aux élections, d'anciens élus, des conjoints d'élus, des gens qui ont toujours été dans cette bulle et qui savent comment faire. Parfois aussi, ils prennent la place d'autres personnes, puisqu'on a, selon les consultations, des groupes composés de ce qu'on appelle de personas, donc de profils, et puis c'est très vite rempli. Mais si vous n'avez pas une assiette suffisante pour composer votre assiette d'avis, eh bien vous allez être très rapidement limité. Alors, la question se pose, par exemple, des focus group. Ça coûte cher, parce que c'est un travail, c'est une communication, c'est un travail qui est précis, qui est cher. Donc, combien on met pour avoir une diversité dans les citoyens qu'on interroge? C'est une vraie question. Ensuite, et je vais peut-être en terminer par là, parce que j'aimerais pouvoir interagir avec vous, même si là la question d'interaction est difficile pour moi à percevoir. Il y a la question, dans ces conditions de réussite, de la démocratie autrement, avec ces outils numériques notamment. Il y a le rapport à la politique de manière plus globale, le rapport au sentiment d'être légitime. Et ça, c'est quelque chose qui va être compliqué, parce qu'évidemment, il y a la question de l'inclusion numérique. Je parlais d'éducation populaire au numérique.
au sens où, je rappelle que l'éducation populaire au numérique n'est pas apprendre en s'amusant, loin s'en faut, mais il y a une question d'appropriation de l'outil, il y a une question de se sentir légitime à exprimer sa parole. Ça, c'est quelque chose, que l'on parle de numérique ou non, c'est extrêmement important de travailler cet élément. Et donc, ça, aujourd'hui, je ne suis pas certaine que ce soit le numérique qui le permette. Nous avons tendance à aller vers un accroissement des outils numériques et parfois, on parle ensuite d'inclusion. Je voudrais terminer par là. L'inclusion, c'est reconnaître que l'on a exclu pendant longtemps. Alors, c'est bien de le reconnaître, mais il faut vraiment qu'on arrive à développer des outils, qu'ils soient numériques ou non, qui, dès le départ, s'adressent à toutes et à tous. Et je pense que sans cette condition, la question de la démocratie en ligne restera malheureusement un élément vide, une coquille vide. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère qu'on va pouvoir discuter ensemble de ces éléments. Pour cette introduction, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, nous, on a profité de votre analyse et des premiers enjeux que vous avez posés sur la table ce matin, et je vous remercie parce que c'est riche et c'est des bons points de départ pour nous. J'aimerais peut-être lancer les débats déjà sur un petit point de définition, parce qu'on parle beaucoup donc, de démocratie 2.0, d'outils numériques. Peut-être pour le commun des mortels, c'est pas toujours très précis. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'un de nos invités pourrait se prêter à un petit inventaire de ce qui existe aujourd'hui, puisqu'on associe souvent démocratie participative à l'idée de consultation des citoyens, principalement. Armelle Lecause, peut-être je vous pose la question, parce que dans le cadre de votre ONG Démocratie Ouverte, vous connaissez beaucoup finalement d'intervenants dans ce champ de la démocratie numérique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, brosser un panorama de ce qui existe aujourd'hui comme outil, pour qu'on puisse savoir de quoi on débat ce moment? Merci. Avec plaisir. Juste techniquement, est-ce qu'il faut que je parle dans le micro ou si je parle comme ça, c'est bon? Parce que je pense que dans le chat, j'essaye comme ça. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Ok. Peut-être du coup un petit mot sur sont très mauvais dans la salle. Alors, je sais pas quoi faire. J'y vais comme ça et on essaye de régler le son en même temps. Donc, côté peut-être un petit mot sur Démocratie Ouverte. On est alors une ONG, on nous qualifie comme ça parfois parce qu'on fait du plaidoyer, mais on est avant tout en fait un collectif qui regroupe ce que nous on appelle des innovateurs démocratiques, qui sont des organisations civic tech pour certaines, donc des technologies civiques, des startups, des entreprises ou des structures associatives ou des structures de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire, pardon, de l'ESS, qui proposent des outils, des méthodes, des solutions, parfois techniques, parfois méthodologiques, souvent les deux, pour changer la manière dont fonctionne notre démocratie, pour donner plus de place aux citoyens, pour avoir plus de transparence dans le fonctionnement du système, plus de confiance dans ce système politique. Et donc, pour répondre à la question et donner quelques exemples, on a deux exemples à ma droite et à ma gauche d'acteurs de la civic tech. Je ne sais pas si vous vous nommez comme ça vous-même, mais je pense que oui. Et donc des plateformes, des outils techniques qui permettent souvent de faire beaucoup de choses, un peu couteau suisse. Donc ça peut aller de budget participatif pour contribuer à une portion du budget d'investissement d'une collectivité locale en proposant des projets et en permettant aux citoyens de voter sur ces budgets, à l'organisation de consultations ou de concertations. Donc, on a un projet à mener et que autour de ce projet, on va soit demander des avis, soit demander des retours entre différents scénarios, soit demander de l'expertise citoyenne et faire remonter l'expertise citoyenne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne. On peut aussi organiser du dialogue et du débat avec des outils dédiés. On peut souvent, c'est aussi les plateformes qui sont mises en place, c'est aussi une manière en fait de faire de la communication sur le projet, c'est-à-dire d'avoir un point central qui regroupe toutes les manières de participer possibles et qui peuvent se faire le relais de temps qui se passe en présentiel, donc physiquement dans des salles ou sur des places ou dans des cafés parfois, où on a un débat physique et un compte-rendu qui peut être posté en ligne, ou un débat physique qui est filmé avec des formats hybrides qui permettent de venir nourrir la démarche participative. Donc voilà, ces plateformes sont souvent avec une logique assez couteau suisse,
et les organisations, les entreprises et les associations qui les proposent souvent aussi de l'accompagnement méthodologique pour réussir à mener une consultation ou une concertation de manière efficace. Et peut-être je m'arrêterai là-dessus, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'outils qui sont autant de pièces d'un puzzle, et l'important, c'est de bien concevoir la méthode participative qu'on va utiliser, de bien définir les objectifs, notamment les objectifs politiques, jusqu'où on est prêt à aller dans le lien à la décision finale, mais aussi les objectifs de mobilisation. On entendait le témoignage de dire, mais parfois, il faut qu'on aille chercher les gens si on ne veut pas avoir toujours les mêmes. Donc, quels outils, quelles méthodes, quelles stratégies de mobilisation on va mettre en place pour avoir des publics diversifiés, quels parfois outils et méthodes de médiation aussi, pour que certains des publics qui naturellement ne viennent pas sur ces outils, ces plateformes, puissent avoir une médiation et qu'on entende quand même leur voix. Et donc, toutes ces stratégies, en fait, c'est un vrai boulot de design et de conception que font souvent les membres de démocratie ouverte pour proposer des solutions et donner plus de place aux citoyens dans la construction d'une politique publique. Et ça peut être à l'échelle locale. Je pense tout de suite, en effet, aux villes, mais aussi aux départements, aux régions, aux intercommunalités. Ça peut être à une échelle nationale, ça peut être à une échelle européenne, ça peut être à une échelle globale. Et c'est là que le numérique peut aussi apporter des choses, c'est que parfois, on peut faire dialoguer des échelles très différentes et sur des niveaux géographiques où les gens ne pourraient pas se rencontrer physiquement. Merci Armand Lecoz. Donc vous avez abordé aussi cette question des publics sur laquelle on va revenir très vite. Mais alors, par rapport à ces différents outils, j'aimerais qu'on essaie de comprendre quelles peuvent être les conditions de réussite en fait, pour les collectivités, ou en tout cas pour les acteurs qui les installent. Et comme l'a bien souligné Caroline Zorn au début, c'est vrai qu'en tout cas en France, ce sont les acteurs étatiques, gouvernementaux qui mettent en place ces outils. Ce sont rarement des outils qui viennent en fait de la société civile, et donc on est dans cette logique un petit peu descendante en tout cas, qui peut parfois poser question, notamment dans la question de la confiance ensuite, et donc dans la confiance on a aussi cette idée d'inclusion. Soline Métrinal, pour vous, quelles sont les conditions de réussite de ces différentes plateformes? Et quand je dis réussite, c'est pour qu'un maximum de citoyens finalement puissent y avoir accès et que ça a un intérêt démocratique. Bonjour à tous, merci beaucoup. Oui, je vous redonne un petit contexte sur Open Source Politics avant de commencer à répondre. Donc on est une entreprise qui accompagne les acteurs de tout type dans le déploiement de leur démarche de démocratie participative avec des outils open source et notamment avec l'outil open source Decidim. Donc il y a une partie conseil, conception de démarche, stratégie de mobilisation et une partie hébergement, maintenance, ce qu'on peut avoir autour de l'outil. Alors nous, on est amené à accompagner un certain nombre de démarches de tout type, majoritairement des budgets participatifs. C'est les démarches sur lesquelles on est le plus amené à accompagner en fait, les acteurs. On voit que, en termes de conditions d'efficacité, ce qui est assez intéressant avec les budgets participatifs, c'est qu'il y a quand même une vraie délégation de la décision, et donc ça donne envie quand même aux citoyens, dès qu'ils en entendent parler, de venir participer, parce qu'ils peuvent se réapproprier le budget. Ils peuvent, certains, dans les règles du jeu d'un bébé, que leur voix va être entendue. Parce qu'ils vont proposer leurs idées et ensuite ils vont voter. Et ensuite, ils vont être amenés à voir ce qui est réellement fait de leur contribution. C'est efficace aussi à terme pour développer une culture de la participation, parce qu'à la fin d'un budget participatif, il y a des comptes qui sont rendus aux citoyens. On va lui permettre de voir les réalisations qui sont faites, il va pouvoir suivre sur la plateforme. Concrètement, il y a ces projets-là qui sont en cours de réalisation, on est à 20% de réalisation. C'est efficace si, et seulement si, et puis la dernière mail, s'il y a une vraie stratégie de mobilisation qui est mise en place par la ville qui va assurer ce budget participatif. Donc, c'est-à-dire qu'il va réfléchir à comment relayer le message. La plateforme permet de faire facilement pour ceux qui sont inclus, qui sont familiers avec le numérique. Mais typiquement, on peut prendre deux exemples. La ville de Colombes, qui a voulu se dire j'ai envie d'aller chercher les jeunes, les personnes dans les quartiers populaires. Tout simplement, ils ont mis un stand en plein milieu des quartiers, ils ont pris leurs tablettes, leurs papiers, et puis ils sont allés interroger les personnes, quelles sont les propositions que vous voulez inclure, si vous voulez voter, faites-le. Et donc, soit on va les faire par papier, et ensuite l'équipe qui gère va pouvoir tout réinjecter dans la plateforme, soit ce qu'on aime bien faire, c'est faire avec, et la plateforme permet justement de
avec la fonctionnalité utilisateur représenté, de représenter la personne ou de faire avec sur place ou ensuite après. On a aussi la ville, j'ai l'occasion aussi de travailler avec la ville de New York, et eux, ils font un gros travail avant le lancement d'un budget participatif, ils font un gros travail de communication avec les relais de terrain, ce qu'ils appellent les community recs. Donc, ils vont avoir des relais en bibliothèque, en librairie, vraiment plein de points de relais qui vont être familiarisés, formés à la plateforme et qui vont accompagner pour être sûr d'avoir un maximum de contributions de tout type de public, des jeunes, typiquement aussi ils ont mis en place un bus dansant avec de l'art, il faut créer une culture de la participation un peu sympa, un peu cool, pour aller chercher ces personnes-là. Donc voilà, en termes d'efficacité, c'est ce que je pourrais commencer à dire, et puis oui, certainement d'autres choses à dire, mais... Merci beaucoup, Céline Médrinal. Du coup, j'ai envie de vous laisser la parole, Vera Dessouza, vous êtes chargée de participation citoyenne à la ville de Cachan, et auparavant, vous avez travaillé à Nanterre. Justement, est-ce que vous avez vu un petit peu les limites aussi de ces outils? Là, on parle en fait de complémentarité du numérique avec une démarche finalement totalement classique, mais très ciblée d'aller chercher des publics. Qu'est-ce que vous avez expérimenté, vous, pour que ça fonctionne et aller chercher un maximum de citoyens? Alors, bonjour. Déjà, je voudrais juste revenir sur, dans mon parcours, moi je suis arrivée à la participation citoyenne par le numérique, ce qui était un peu ambivalent parce qu'on est plutôt dans la participation citoyenne et ensuite on développe des outils numériques. Et la première des questions qu'on s'est posées à Nanterre, quand on a développé la plateforme et notamment avec des budgets participatifs, c'est de se dire, profitons de cette occasion de lancer cet outil et le dispositif pour améliorer justement la mobilisation et l'inclusion des habitants sur tous les dispositifs de participation. Parce que cette question justement toujours les mêmes qui participent à la fois aux réunions publiques, aux concertations, aux consultations, on le retrouvait aussi forcément sur l'outil numérique. Donc on a très rapidement mis en place en fait des relais avec les acteurs sociaux, notamment les centres socioculturels, avec les bibliothèques, avec des temps de permanence physique dans différents lieux de la ville pour à la fois présenter le dispositif du budget participatif, la plateforme, mais aussi toutes les démarches en fait. Qu'est-ce que c'est participer au sein de sa ville? Et ça peut être aussi le relais vers d'autres instances, par exemple les conseils de quartier, d'autres instances, commissions consultatives de la ville. Donc c'était vraiment l'idée à un moment de se dire l'outil ne peut vivre par lui-même. Et les personnes qui vont l'utiliser, tant mieux, elles vont savoir l'utiliser, venir sur l'outil, faire leurs propositions, suivre. Mais c'est comment on embarque plus de monde et comment on donne à voir justement cette pluralité des personnes qu'on arrive à toucher autrement, qui ne sont peut-être pas et qui viendront peut-être jamais sur la plateforme. Mais nous, on était quand même garants de leur parole et de réinjecter justement dans cet outil tout ce qui était à côté. Parce que ça reste quand même un outil pour, Armelle l'a très bien dit, qui donne beaucoup d'informations sur les processus participatifs. On ne mise pas forcément sur que la participation en ligne, mais au moins donner à voir tout ce qui se dit autour de la démarche, qui s'implique, qui propose et rendre compte. Il y a l'idée de transparence aussi de la délibération citoyenne qui était importante pour vous, cette idée de transparence. Oui, tout à fait, parce qu'à un moment, quand je crois que c'est Caroline Zorn qui le disait, on donne son avis et puis à un moment il y a quelqu'un qui décide et puis il y a un chef ou une chef et c'est fait. L'idée à un moment, c'est quand on lance une démarche de participation, que ce soit pour un projet d'aménagement urbain, que ce soit pour le budget participatif ou une concertation thématique, c'est de donner à voir comment la décision elle se construit au fur et à mesure de la démarche pour à un moment dire ce qui a été apporté en termes de participation des habitants a permis de mener cette réflexion, peut-être de modifier le projet de départ et du coup de rendre compte et d'être transparent sur ce qui a alimenté cette décision. Et le meilleur, on va dire, c'est quand on arrive vraiment à un principe de codécision. C'est quand même assez rare à l'échelle d'une collectivité, mais il y a quand même des tendances comme ça qui émergent. Vous l'avez expérimenté, vous, la codécision, très concrètement? On est en train de le faire sur un projet d'écoquartier où on a mis en place un jury citoyen, donc 15 habitants tirés au sort qui répondent à vraiment des profils de génération, de CSP, de lieux d'habitation. Et l'idée, c'est que
ces 15 habitants vont avoir 10% de la note globale qui sera attribuée au groupement qui sera désigné lauréat. Donc c'est 10%, c'est quand même énorme hein, dans une décision qui est quand même très technique à la base. Et l'idée, c'est que ce groupe de jurys citoyens, il est accompagné par la ville elle-même et ils utilisent d'ailleurs l'outil qu'on a mis en place pour délibérer entre eux, pour partager leur état de réflexion, etc. etc. Donc là, on est quand même sur un processus de codécision. Merci. Alors, peut-être la parole à vous, Franck Escoubet, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé donc, de transparence et puis aussi de ce que le numérique permettait, donc la consultation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment, un démarrage où en fait la codécision reste encore extrêmement rare? On parle aussi de co-construction. On dit aussi, et Caroline Zan l'a rappelé, qu'il y a un certain désengagement des citoyens par les canaux classiques de la démocratie représentative. Et que cet engagement va se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc finalement, est-ce que ces nouveaux outils, ou en tout cas qui se développent de démocratie numérique, vont renforcer chez les citoyens le sentiment démocratique, ou est-ce que c'est pas suffisant, cet effort finalement de transparence? Je laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Franck Escoubet, je suis cofondateur de Bluenov. Juste un mot pour dire qui nous sommes. On est un acteur technologique spécialisé dans les débats publics en ligne, d'origine canadienne. On est partiellement en tout cas à Montréal. Et ce qui nous distingue, je crois, dans l'univers de la Civitech, c'est qu'on a mis en phase, au-delà des plateformes, on a mis en phase sur l'analyse des contributions, l'analyse sémantique, l'analyse lexicale, la compréhension des volumes de données qui sont partagés par les citoyens, par les parties prenantes. J'en profite pour dire que vous l'avez fait pour le grand débat national. C'est votre par exemple, en effet, pour le grand débat national, on a eu à analyser 2 millions les contributions de 2 millions de citoyens. C'est très massif et qui nécessite l'intervention de l'intelligence artificielle ou d'algorithmes, d'analyse sémantique, avec toutes les précautions qu'il faudra prendre et sur lesquelles peut-être on reviendra. Moi, je voudrais juste, pour répondre à votre question, déjà commenter le cycle de vie de l'évolution des Civitech sur ces dernières années, puisqu'on a quand même vu une mutation progressive de la Civitech sur les 15 à 20 dernières années, avec au départ disons un tropisme un peu fort de la Civitech sur la notion de transparence du travail des élus. C'est un peu comme ça que ça a commencé. La libération, disons, l'accès aux agendas des parlementaires, la retransmission vidéo des débats publics, des débats parlementaires, etc. Donc il y avait ce présupposé qu'il s'agissait de lutter contre l'opacité du système décisionnel lié au régime représentatif. Il y a eu une incursion de la Civitech dans le domaine de la décision, précisément avec les budgets participatifs, qui est, j'aurais presque tendance à dire, la quasi-anomalie dans l'univers politique, c'est-à-dire la possibilité donnée aux citoyens de peser sur une décision publique. Encore une fois, c'est un cas rare dans l'univers de la participation que de pouvoir aller jusqu'à peser sur les arbitrages budgétaires relatifs à l'utilisation des deniers publics. Et puis, bien sûr, ce mouvement qui s'est poursuivi dans la Civitech autour de la consultation. Ce terme consultation, il est très ambigu. En réalité, il est très polymorphe. Qu'est-ce que ça veut dire consulter? Dans quelle mesure on respecte d'une certaine manière la richesse des propos, surtout la richesse des questionnements qui sont posés aux habitants, aux citoyens, à nos compatriotes, etc. Donc, en gros, c'est ça le périmètre aujourd'hui de la Civitech. Et dans ce périmètre-là, eh bien, il y a des grands absents. Il y a le parent pauvre de la Civitech aujourd'hui qui est la possibilité d'entrer dans la phase de co-construction des politiques publiques. On ne se contente pas de consulter,
mais on délibère. Et on délibère non seulement entre citoyens, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on ne crée pas un entre-soi citoyen qui, par l'opération de Saint-Esprit, aurait plus de valeur que le dialogue social, ou que le dialogue avec les corps intermédiaires, ou que le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, il s'agit bien de reproduire la richesse de cette délibération, de ces délibérations publiques, multi-parties prenantes. Et aujourd'hui, force est de constater que sur le plan digital, ça se produit très peu, trop peu. Il y a quelques exceptions à ça. Je pense que alors que les outils le rendent possible, on est d'accord. Alors que les outils le rendent possible avec une certaine difficulté. Il faut quand même noter qu'il y a très peu de plateformes qui aujourd'hui proposent la possibilité de délibérer sur un format digital, de délibérer avec disons, l'ensemble des fonctionnalités propres à une délibération multi-parties prenantes, qui respecte les statuts des intervenants, qui synthétise des propos qui sont forcément extrêmement qualitatifs, qui sont très déstructurés, ces propos-là, qu'il s'agit de restructurer quasiment en temps réel, comme sur un forum en ligne. Parce que vous imaginez que si on avait fait le grand débat national, qui au passage était surtout national, mais pas vraiment débat, il y avait eu débat dans le grand débat national, il y a eu une grande consultation, mais si on avait fait un vrai débat, il eût fallu être en capacité de traiter 2 millions de citoyens qui échangeaient et dialoguaient entre eux. Donc le niveau de complexité aurait littéralement explosé en termes sémantiques, en termes cognitifs. Voilà. Donc il y a des trous dans la raquette aujourd'hui. Il y a un trou dans la raquette dans la partie concertative du processus démocratique. Il y a des trous dans la raquette dans la partie décisionnelle, ce qu'on appelle dans notre livre, avec Gilles Corbiol, la codécision. Et il y a d'énormes trous dans la raquette dans la partie ultime, qui est l'engagement des citoyens, ce qu'on appelle la coaction ou l'action collective. Très très peu de plateformes digitales qui traitent ces problèmes. Donc, tout ça pour dire que le digital s'est focalisé sur l'amont de l'expérience utilisateur, si j'ose dire, en tout cas de l'expérience citoyen. L'amont étant la transparence des professionnels de la politique et les consultations diverses et variées, plus ou moins respectueuses de la nuance et de la complexité, avec parfois une collusion entre les plateformes civic tech d'un côté et puis les réseaux sociaux de l'autre. On ne sait plus tellement faire la différence entre je lance une question sur Facebook ou sur Twitter et où je lance une question un peu générique sur une plateforme à laquelle on va répondre en 140 caractères. Enfin, on ne sait plus tellement faire la différence. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, pour conclure, de faire progresser l'expérience digitale vers l'aval de l'expérience démocratique, c'est-à-dire la co-construction, la co-décision, la coaction. Et donc les réseaux sociaux, on l'entend en filigrane dans ce que vous dites, ne sont pas évidemment les lieux les plus pertinents pour ces débats et aussi pour cet aval finalement. Juste un commentaire rapide là-dessus. Les réseaux sociaux ne sont évidemment pas le réceptacle naturel du débat public, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Mais aujourd'hui, quand on dit que les gens s'expriment avec le numérique, ça passe par ces outils-là. Donc c'est aussi... Oui, parce que la nature a rendu vide. C'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a pas de réceptacle naturel pensé pour le débat public, dès lors qu'il n'y a pas de web politique, c'est-à-dire un web qui a été conçu nativement, originellement, pour héberger, organiser, restituer le débat public, eh bien, on se contente de ce que l'on a. C'est-à-dire qu'on va dénaturer, hacker le fonctionnement de Twitter pour créer des threads de discussion qui n'en sont pas parce que, tout simplement, l'outil, la fonctionnalité ne le permet pas. Sans compter que tous ces outils-là sont totalement dénudés en matière d'analyse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gigaoctets d'échanges journaliers sur un fil Twitter sur un thème donné. Personne n'est en capacité de le synthétiser, de le restituer, de le pondérer. C'est quand même un abandon de responsabilité des réseaux sociaux. Encore une fois, c'est pas leur job, donc on ne peut pas non plus complètement leur en vouloir. Il y a aussi un abandon des médias, me semble-t-il, une démission des médias, no offense pour chute, excellent média par ailleurs, mais un abandon des médias qui devrait jouer un rôle, je dirais, de curation
restitution, de synthèse de ces débats publics. Peut-être même devrait-il d'ailleurs être des médias beaucoup plus participatifs qu'ils ne le sont. Ça, c'est un autre débat. Et puis, il y a, d'une certaine manière, pour terminer, me semble-t-il, un profond dysfonctionnement de l'Internet au sens large. Le sujet peut paraître presque apeurant tellement il est énorme, tellement il est titanesque, mais il y a vraiment une incompatibilité entre la manière dont on s'instruit sur le web via le moteur de recherche et la manière dont on devrait être exposé à une information complexe, nuancée, systémique, pour pouvoir se faire un jugement. Ce que j'appelle la crise cognitive. Dans notre livre, notamment, on a, disons, un peu poussé cette question de la responsabilité d'un web politique à inventer, c'est un web souverain, qui serait alternatif aux GAFAM, et qui permettrait de contrevenir aux insuffisances des réseaux sociaux, aux insuffisances des médias, et au dysfonctionnement du moteur de recherche, du moteur de solution, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, de Google. Merci Franck Soubès. Alors, quelle réponse on peut apporter par ailleurs à une question peut-être un peu plus simple et qui est aussi peut-être en amont de ces démarches-là, qui est la question de toucher vraiment les publics. On a aussi un risque d'exclusion très fort avec ces outils. On peut penser à des situations territoriales, notamment des zones rurales. On peut penser à des personnes qui ne sont pas équipées ou des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le numérique pour ces usages-là. Quelle réflexion on peut avoir Armelle Decauze, je vous laisse la parole parce que finalement, l'idée, c'est d'emmener tout le monde et il y a ce risque fort d'exclusion. Donc, on peut pousser toujours ces outils, mais si on ne sait pas y accéder, finalement, quel intérêt? En fait, j'ai l'impression que la réponse et la solution, elle n'est pas à chercher du côté des outils. Elle est à chercher du côté du fonctionnement de notre système politique et de notre démocratie représentative, où aujourd'hui, la base du fonctionnement de notre système politique, c'est qu'on va déléguer notre pouvoir de décider quand même très massivement à des élus et on va déléguer notre pouvoir d'agir en faveur de l'intérêt général très massivement à un service public. Ce qui est normal dans la vie d'un citoyen, sauf accident, souvent accident heureux, mais ce qui est normal, c'est de ne pas s'occuper des questions d'intérêt général, et quand on regarde le fonctionnement de notre système politique, on ne forme pas des citoyens à l'école qui sont avec des vraies capacités de citoyens, c'est-à-dire de s'informer, de se former, et donc peut-être de venir interagir sur ces plateformes participatives, d'aller rentrer dans des processus de co-construction, etc. Donc il y a un vrai sujet sur la question de la formation, et puis surtout sur la question en fait, d'un modèle économique où aujourd'hui, ce qui est normal, c'est d'aller bosser, d'avoir une famille, etc. Et la question de quand est-ce qu'on a du temps, de l'énergie à consacrer à des questions d'intérêt général, et donc pourquoi pas à participer à tel ou tel projet de notre collectivité locale ou de notre pays ou de notre Union européenne, etc., ne se pose que par accident. Et donc ça veut dire que les collectivités locales sont obligées de faire parfois des efforts assez inconcevables pour aller chercher les voix qu'on n'entend pas. Et moi, j'aurais envie de renverser le truc en disant, mais comment est-ce qu'on imagine un système politique dans lequel c'est bien plus normal et c'est bien plus dans le circuit classique, dans le parcours citoyen classique, la contribution à l'intérêt général soit quelque chose de beaucoup plus accompagné, de beaucoup plus normal. Voilà. Ça, c'est pour un peu dézoomer en disant attention à sortir du cadre aussi pour essayer d'imaginer un système politique dans lequel derrière il y a, en gros on passe là d'une logique de l'offre à une logique de la demande d'une certaine manière où en gros là c'est des plateformes ou des collectivités locales qui vont essayer d'aller chercher les gens, là où dans un système politique qui en tout cas moi me considérerait hautement démocratique d'une certaine manière, ça devrait être dans le parcours classique des citoyens, la logique de participer. Ceci étant dit, il y a je creuse un peu encore sur ce sujet-là parce que ça veut dire aussi, c'est peut-être un des... Quand on prend le parcours de démocratie ouverte, on a une association qui existe depuis une dizaine d'années, on vient de la civic tech dans notre histoire, et plus ça va, plus on arrive sur comment est-ce qu'on transforme notre système politique, la démocratie avec un grand D, pour que demain on ait plus de place donnée aux citoyens.
Et ce qu'on observe et ce qu'on vit avec les expérimentations qu'on peut mener, notamment avec, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, qui, même si elle est imparfaite sur plein d'endroits, on a réussi, avec cette Convention citoyenne, à faire la preuve que des citoyens tirés au sort, qui sont très éloignés d'un sujet a priori, s'ils rentrent dans un processus délibératif, de démocratie délibérative de qualité, sont en capacité de produire de la décision, de la codécision et des éléments de qualité à la fin, un avis de qualité à la fin. Et donc, on a tout un tas d'expérimentations qu'on peut mener comme ça avec le labo de démocratie ouverte ou dans le cadre d'autres démarches comme celle de la Convention citoyenne pour le climat, où on vient tester des outils, des approches. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment, j'ai l'impression, une question d'outils. Alors, il y a des trous dans la raquette que Franck évoque. Oui, il y a plein d'endroits où il y a encore de l'innovation à faire. Mais aujourd'hui, c'est une question plus politique de comment est-ce qu'on change le fonctionnement et la règle du jeu de notre système politique pour donner plus de place aux citoyens dans le code, non pas numérique, mais dans le code électoral, dans le code, dans la loi, quoi. Il y a quand même une question de l'accessibilité qui est un point important. Je ne sais pas qui souhaite répondre peut-être sur cette question-là, parce qu'on part. Voilà, je reviens aux outils parce que là, on a des exemples aussi autour de nous d'agglomération, de villes. À quel moment on se pose la question de est-ce que c'est vraiment accessible? Comment on va faire en fait pour que cet outil qui est complémentaire, donc qui est peut-être une étape de cette amélioration démocratique fonctionne? Moi, je veux bien dire un petit mot là-dessus, au sens où l'objectif, en tout cas, je n'ai pas l'impression que pour qui que ce soit autour de la table, l'objectif soit d'arriver sur une démocratie 100% numérique sur laquelle, du coup, tout devrait se passer en ligne. Il y a une vraie question d'articulation entre ce qui peut se passer en physique. Un conseil municipal en ligne, c'est faisable, mais probablement c'est plus intéressant et plus riche que le conseil municipal se tienne en physique et qu'il y ait des élus qui soient dans une salle et puis des gens qui puissent venir dans la salle et quitte à se mettre des caméras quand même pour que ça soit retransmis. Et quand on fait des retours d'expérience participative, souvent celles qui sont les plus transformatrices et qui contribuent du coup à l'éducation populaire ou à la formation des citoyens, c'est celles où les gens se sont rencontrés, se sont confrontés à l'altérité, quoi, et au fait que l'autre ne pense pas comme moi, et qu'en fait, on a quand même si on n'était pas d'accord, on a réussi à trouver un compromis, à se mettre d'accord sur quelque chose, même si ce n'est pas sur tout. Et cette expérience-là, aujourd'hui, elle peut se vivre en ligne, mais c'est assez rare et c'est assez difficile. Et donc, il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on articule aussi du présentiel, du en ligne, et qu'on passe à une logique de droit à la participation avec une offre de participation qui puisse correspondre à des publics différents. Je vous donne quelques exemples de choses qu'on peut tester, et plein de collectivités testent aussi, et plein d'innovateurs démocratiques, c'est le fait d'aller chercher les gens là où ils sont et de construire une forme d'escalier de l'engagement avec des premières marches très accessibles. Et donc ça veut dire en effet faire des partenariats avec des bibliothèques, faire du community organizing, c'est-à-dire avoir des gens dont le boulot soit d'aller organiser des communautés en partant de leurs besoins dans des quartiers populaires et en allant jouer une forme de rapport de force parfois avec les collectivités locales. Ça veut dire souvent faire du porte-à-porte pour aller chez les gens physiquement, aller sur les réseaux sociaux là où sont les gens pour ensuite les amener vers des plateformes participatives si on reste sur du en ligne. Ça veut dire aussi parfois être avec un ordinateur et accompagner la personne à venir participer sur un ordinateur qui n'est pas le sien parce qu'il y a une forme soit de non-accès pour des raisons techniques ou d'électronisme. Et donc, toutes ces démarches-là existent. Il y a plein de choses qui sont possibles et qui sont faites. Mais j'en reviens à mon point initial que pour moi, ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on a à faire évoluer aujourd'hui. Il faut continuer à innover sur ces sujets-là. Mais l'essentiel de ce qu'on a à faire bouger, c'est le fonctionnement de notre système politique au sens plus politique du terme. Merci. Vera De Souza, peut-être je vous laisse la parole par rapport à voilà, comment, quand on est une collectivité, on va réfléchir à cette question d'accessibilité. Est-ce que ça sert à quelque chose de lancer un budget participatif si finalement on ne s'est pas assuré derrière de qui a accès à ces outils? Enfin, est-ce qu'on fait un panorama, on essaie d'avoir une idée déjà des citoyens qui ont accès aux équipements, parce que cette question-là quand même est importante.
Pour être vraiment très opérationnel, pour le coup, je vais reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, mais l'idée, là, on va lancer un budget participatif, la 3e édition à l'automne. L'idée, c'est que bien en amont de la démarche, c'est d'aller au contact des personnes. C'est d'aller, par exemple, sur le marché, dans un centre social. On a un quartier prioritaire de la ville, une cité jardin, donc c'est d'être présent physiquement au moment où les habitants sont là. Et ça, c'est une question de moyens humains. Enfin, finalement, quelle limite vous rencontrez aujourd'hui? Parce qu'on peut dire ce qu'il faut faire, mais est-ce que les collectivités arrivent à le faire? Alors, pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, je suis toute seule. Donc, moi, toute seule, je ne peux pas aller faire tous les centres du marché ou tous les points de rencontre avec les habitants. Il est possible que certaines collectivités, en fonction de leurs moyens, fassent appel à des agences qui soient spécialisées en mobilisation ou autres. Nous, ce qu'on préfère dans la collectivité dans laquelle je travaille, c'est plutôt d'embarquer en fait, une communauté de personnes qui se saisissent de ce sujet, les animateurs dans les centres sociaux, les bibliothécaires. Il y a même des commerçants qui font ce jeu de relais. Donc l'idée, c'est plutôt d'embarquer tout le monde. Et pour embarquer tout le monde, il y a un temps vraiment d'appropriation de la démarche, un temps de compréhension de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, dans quel délai, etc. Et c'est important, excusez-moi, de mixer ces deux approches de délibération physique et démarche en ligne, même quitte à ce que ne soit pas justement les mêmes publics. C'est essentiel, justement, pour être dans un dispositif où chacun trouve sa place. Et sur l'aspect numérique, même si ces personnes qui ont participé physiquement au projet, que celles qui consultent la plateforme voient la pluralité des profils, des propositions, et que ce soit au mieux représentatif de la population, évidemment. Je ne sais pas si on peut faire réagir Caroline Zorn, si vous êtes toujours avec nous. Oui, tout à fait. Oui, voilà, je pense que vous avez des choses à dire par rapport à ce que vous avez entendu, si vous avez entendu. Oui, alors j'ai entendu que bien que le son est mauvais, hein, vous l'avez perçu. Voilà. Donc j'ai essayé de me concentrer pour suivre ces échanges. Il y a énormément de choses à dire. J'ai été particulièrement attentive à l'expérience de Cachan et à cette volonté d'aller déjà à la rencontre physique. Ça c'est vraiment important et c'est de cette manière qu'on peut arriver à recadrer la démocratie sur la légitimité à s'exprimer. Parce que c'était un peu la conclusion du propos de tout à l'heure, c'est que là on parle de choses parfois très techniques et en définitive qu'il s'agisse d'une expression en présence d'autres humains ou de manière complètement dématérialisée, si les personnes n'ont pas le sentiment d'être légitimes à s'exprimer, de devoir s'exprimer ou d'être invitées à le faire en conscience, ils ne le feront pas. Donc c'est vrai que se déplacer, d'aller à la rencontre pour expliquer ce que ensuite on pourra faire dans une autre dimension en ligne, ça me paraît vraiment pertinent. Ça renvoie à la question des moyens. Hein. Voilà, c'est vrai que où est-ce qu'on met le curseur sur les moyens financiers? Là, les collectivités sont en plein budget. Hein. Les questions budgétaires prennent beaucoup de place. Je crois qu'il faut qu'on arrive à renoncer à certains éléments pour faire davantage de place aux moyens alloués aux questions de démocratie dans leur ensemble. Voilà. Et aussi accepter parfois que certains services ne peuvent pas... c'est bien de les éco-concevoir dès le début, d'être responsable tant d'un point de vue de sobriété, parce que je crois que les vidéos sur YouTube pour expliquer le numérique responsable, on arrive un peu au bout de la logique. Mais voilà, donc essayer d'avoir des outils qui soient éco-conçus, évidemment, qui soient responsables et qui parlent à tout le monde, c'est bien, mais néanmoins, pour le faire correctement, ça coûte de l'argent et il faut aussi accepter que certains ne doivent pas être développés parce que c'est juste un levier et ils ne toucheront pas leur public. Voilà. Il y a des publics qui ne seront pas touchés par des outils en ligne. Et je crois que c'était dans le chat, il y a eu beaucoup d'échanges sur la ruralité.
et sur est-ce qu'il y a vraiment des besoins spécifiques ou non en ruralité. Alors, je ne sais pas si les intervenants de la table ronde ont accès à certains des éléments qui sont posés dans le chat sur la question de la ruralité, mais c'est très riche. On y reviendra au moment des questions. En effet, j'ai vu défiler beaucoup de choses. Oui, alors, est-ce que vous souhaitez réagir? Je vous entends. Non, allez-y. Non, juste en commentaire ou en réaction, je pense que tout le monde est d'accord pour dire, et c'est ce que tu formulais, Armel, tout le monde est d'accord sur le fait que la démocratie de demain est une démocratie hybride, à la fois digitale et présentielle. Il n'y a pas de débat, à mon avis, là-dessus, puisqu'on sait très très bien qu'on ne produit pas la même nature de contribution en présentiel et en ligne. Sachant que les deux formats délivrent de la valeur ajoutée qui est hautement respectable dans un cas comme dans l'autre. Donc il ne s'agit pas d'écarter un canal au détriment de l'autre. En revanche, la problématique qui se pose, c'est que quand on n'est pas sur du digital, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on capitalise ce qui s'échange, ce qui se dit, ce qui se transmet dans une assemblée citoyenne, dans un jury citoyen, dans un atelier délibératif, etc., etc. Là, ça devient plus compliqué, hein, parce qu'on est très content et très fier souvent d'avoir réuni 30 citoyens et d'avoir échangé pendant une journée. La question de savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on le capitalise, comment est-ce qu'on le restitue, comment est-ce qu'on l'analyse, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on le fait passer à l'échelle en le partageant avec tous ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, hein, n'est-ce pas, et qui ont une parfaite légitimité à être conscientisés sur ce qui a été dit. Ils ne sont pas forcément d'accord avec ça, ils peuvent apporter des compléments. Donc il faut une sorte de portabilité des résultats transcanal, si j'ose dire, c'est-à-dire être en capacité de passer du présentiel au numérique et du numérique au présentiel. Et ça, c'est pas encore complètement stabilisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques ne savent pas encore quoi faire, finalement, transformer l'essai de ces consultations. C'est ça, il y a un petit peu cette idée qu'on va avoir du mal à en faire quelque chose, à utiliser cette valeur ajoutée. Il y a déjà la problématique de la capitalisation de ce dialogue, de ces échanges. Je donnerai juste un exemple très rapide. On a accompagné les États généraux de la justice ces derniers mois, qui a été, de mon point de vue, peut-être l'expérience démocratique la plus aboutie du quinquennat Emmanuel Macron, plus abouti de mon point de vue que le grand débat national, plus abouti de mon point de vue que la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi? Parce que on a mobilisé l'ensemble de l'écosystème justice, pas exclusivement les citoyens, pas exclusivement les experts. On a interrogé, on a consulté à la fois les justiciables, comme vous et moi, mais également les magistrats, les greffiers, les forces de sécurité intérieure, les avocats, les huissiers, y compris les détenus, 10 000 détenus dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, qui ont été consultés. Ça ne s'est jamais fait à l'échelle mondiale, hein, c'est une première internationale que d'être en capacité de mobiliser 10 000 détenus, ce qui représente 15% des détenus en France dans les maisons d'arrêt. Toute cette gymnastique concertative, elle est complexe, vous l'imaginez bien, parce qu'il s'agit de confronter des points de vue qui s'expriment avec un niveau d'expertise qui n'est pas comparable, etc., etc. Et pour complexifier le tout, on a fait en sorte que la consultation ne soit pas qu'individuelle, bien entendu, qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait des rencontres dans les juridictions, surtout le territoire français, etc. Il y a eu plus de 600 rencontres collectives qui ont donné lieu à des synthèses, comme ça avait été le cas pendant le débat national, on appelait ça à l'époque les réunions d'initiatives locales qui étaient synthétisées, qui étaient remontées, donc ce souci de capitalisation. Sans compter, je termine là-dessus, les cahiers d'acteurs, ce qu'on appelle les cahiers d'acteurs, c'est-à-dire des parties prenantes organisées, des syndicats, des ONG, des associations qui expriment un point de vue collectif. L'ensemble de ces points de vue doit remonter, doit être synthétisé à un moment donné. Donc, et on ne synthétise pas, on ne pondère pas de la même manière la restitution du point de vue d'une association professionnelle de victimes du terrorisme, qui peut représenter des dizaines de milliers de personnes, avec le point de vue d'un citoyen lambda, ou même le point de vue du président de la Cour de cassation. Donc tout ça doit être pensé, et là je conclue vraiment, c'est une fois qu'on a capitalisé tout ça,
La question est de savoir comment est-ce que dans la phase décisionnelle, on assure la transparence requise des arbitrages. Et là, on a fait quelque chose, me semble-t-il, qui est une véritable innovation en matière démocratique, c'est qu'on a organisé ce qu'on a appelé une conférence de convergence. Conférence de convergence, c'est on met les acteurs dans un même lieu, unité de lieu, unité de temps, pendant quelques jours, pour arbitrer sur les propositions les plus clivantes entre les différentes parties prenantes, citoyens, avocats, magistrats, donc les agents du ministère public, et les partenaires de la justice, que sont les avocats, les policiers, les gendarmes, etc. Donc, cette convergence-là, elle doit s'effectuer parce que la politique, c'est bien la résultante de ces arbitrages entre corps constitués, y compris, bien entendu, les citoyens. Voilà. C'est en ce sens que la démocratie de demain, elle est fondamentalement hybride, elle est digitale et présentielle, mais elle est aussi un objet de capitalisation. Elle est enfin un objet de convergence. Et je pense qu'il faut qu'on évolue vers, finalement, la primauté de ces moments de convergence multiparties prenantes et qu'on cesse de considérer que la démocratie participative, c'est simplement la synthèse de ce que pensent les citoyens. Merci. Alors, on a laissé courir un petit peu l'heure pour quand même avoir un débat substantiel, mais je pense que pour ne pas mettre tout le monde en retard, on va essayer de passer aux questions. Donc, j'essaye de voir celles qui ont eu le plus de votes. Vous avez posé de nombreuses questions. Alors, voilà. Donc, une question de Marie-Aude. 100% dématérialisation sur des plateformes mal développées qui plantent en permanence, est-ce démocratique? Doit-on faire un stop 100% numérique? Un hashtag stop 100% numérique. Donc, on sent peut-être un petit agacement de Marie-Aude. Qui souhaite répondre ou commenter? Soline, on ne vous a pas beaucoup entendu. Alors, oui, alors les plateformes, comme toute plateforme, peuvent planter. Nous, on fait en sorte que ça n'arrive pas. De toute façon, c'est des cas quand même relativement rares. Le but quand même de la plateforme, on l'a très bien rappelé pendant cette table ronde, c'est de permettre de condenser au même endroit et donner vraiment un accès d'informations uniforme à tout le monde, à quiconque se connecte, à n'importe quel moment. Parce que si on fait que de la démocratie en présentiel, il n'y a que certains groupes de personnes qui ont le temps, on a dit, ou qui sont proches du lieu de rassemblement qui vont pouvoir venir. Donc, que du présentiel, je dirais, c'est aussi exclure une grande partie des personnes qui voudraient avoir accès à ce en cercle fermé, bien l'avoir en ligne. Après, le cas des plateformes qui bug, je pense qu'il y a surtout un sujet d'accompagnement vers le numérique, d'accompagnement à la création de comptes, d'accompagnement à l'appropriation d'outils et d'accompagnement aussi à la création d'une vraie habitude de participation en ligne, qui va être corollaire de la participation en ligne. Donc, le but, c'est de co-construire tout ça ensemble. Voilà. Je vous interromps parce que la question qui a reçu plus de votes juste après est une question de savoir comment lutter contre le rejet et la méfiance vis-à-vis du numérique. Donc, c'est lié. On passe peut-être à la première question. On n'a peut-être pas beaucoup répondu là-dessus. Je ne sais pas si... Voilà. Oui, je pense que ça passe vraiment par un accompagnement et c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de moyens de la part des administrations, des personnes qui accompagnent en fait, les personnes vers le numérique. Il faut prendre le temps de produire des vidéos d'accompagnement, d'aller sur place pour accompagner la création de comptes, d'aller sur place pour expliquer la démarche. Il faut aussi prendre le temps de produire du contenu de qualité qui va être mis à disposition sur les plateformes pour rendre tout ça très intelligible et explicite. Il peut aussi y avoir un risque de confondre en fait une plateforme qui émane d'une collectivité territoriale avec une stratégie de communication lambda, une stratégie de communication politique. Il y a aussi ce risque-là. Voilà, c'est pour ça que on en revient aussi aux règles du jeu. Il faut clairement communiquer sur les règles, à quoi va servir la participation citoyenne, à quel moment ça va véritablement avoir un impact sur la décision finale ou sur la production, la co-création d'une politique publique. Il faut en fait être très clair et ne pas décevoir le citoyen qui, quand il va participer, va attendre une réponse. Soit une réponse à sa proposition, typiquement, on revient au cas du budget participatif, si le citoyen propose une idée et que finalement son idée n'en soit pas de réponse, il ne participera peut-être pas au prochain.
Donc, ça demande aussi du temps de prendre en compte tenir la promesse affichée au départ. Voilà, et puis après, quand on voit que c'est fait. Armel Lecausé, je vois. Vas-y. Je voulais ajouter un élément aussi, il y a un travail de design des plateformes elles-mêmes et de l'expérience utilisateur, qui date d'ailleurs du design au sens concevoir l'expérience utilisateur avec le hors-ligne et le en-ligne bien mêlés. Et pour moi, il n'y a pas un objectif, pour répondre aussi à la première question, de devoir forcément être sur du 100% en ligne. Et un exemple, on a fait une expérimentation avec le labo de démocratie avec la ville de Los Angeles, où on a testé de reproduire, on a réussi à aller jusqu'au bout du test, mais l'idée initiale, c'était de reproduire l'équivalent d'un tableau de bord qu'on peut retrouver sur une plateforme en ligne, qui serait une forme de tableau de bord d'une politique publique avec la démarche amont, le participatif, là où on en est de la mise en œuvre du projet, du suivi, etc. Donc toutes les démarches, aussi sur la place centrale du village en physique. Et comment est-ce qu'on réussit à ce que certains qui vont être à l'aise avec le numérique, qui vont avoir envie d'aller chercher cette information en ligne parce que c'est ce qui est plus facile pour eux, puissent le faire et puissent le faire sans de manière ergonomique, parfois de manière accompagnée, mais aussi que ceux qui ne veulent pas y aller, qu'on respecte leur choix et qu'ils aient aussi des possibilités d'avoir de l'information et d'accéder à ce qui s'est passé hors ligne et sans forcément en venant participer à une réunion publique ou à une démarche dans une maison de quartier ou dans un quoi, mais aussi potentiellement en s'appropriant l'espace public et en faisant en sorte que ces projets-là apparaissent dans l'espace public. Quand on prend les retours sur les budgets participatifs, là où il y a le plus de votants, en fait, par exemple à Paris, c'est via les petits vélos que vous croisez et les urnes qui sont posées dans la rue, etc., plus qu'en ligne. Alors que les Parisiens sont plutôt connectés, plutôt habitués à aller sur des plateformes, etc. Mais le fait d'avoir aussi le contact humain, d'être en physique, etc., fait que on a du vote qui peut se faire, là, par exemple, sur le budget participatif, plus en présentiel qu'en ligne. Donc voilà, c'est aussi une articulation à penser et à chaque fois qu'on imagine du numérique, voir quel peut être le pendant en physique et vice-versa, quand on imagine du physique, voir comment est-ce qu'il a aussi une existence en ligne. Puis je rajoute un élément, c'est que là, on a beaucoup parlé des plateformes participatives mises en place par des institutions publiques. Il y a aussi du numérique à plein d'autres endroits, typiquement quand on utilise du mail et avoir une bonne connaissance des emails des habitants d'un territoire et ou des numéros de téléphone pour passer par du SMS sur certains aspects même parfois passer par de l'adresse postale et du courrier, mais qui renvoie vers du en ligne, ou du tract qui renvoie vers du en ligne. Il y a plein d'endroits où le numérique vient se nicher aussi, entre deux sessions physiques, présentielles d'un groupe qui réunit, tiré au sort ou pas, faire une session en ligne pour ceux qui veulent. Il y a plein d'autres endroits où le numérique peut venir aussi s'immiscer dans des démarches participatives. Dans un parcours. Est-ce qu'il y a une question de la salle, puisque vous êtes quelques-uns, vous êtes déplacés ce matin, j'aimerais aussi vous laisser le micro s'il y a des questions. Non, pas de questions. Donc je vais me retourner vers la plateforme. Il y a beaucoup de questions autour de comment faire pour toucher finalement les exclus du numérique, les personnes les plus précaires. On parle aussi des publics fragiles, des seniors, sur ces publics très spécifiques. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, je ne sais pas, Vera De Souza ou Soline, concernant ces publics spécifiques? Je peux parler d'un exemple assez récent. Les jeunes sont quand même des publics justement qu'on voit peu participer aussi, que ce soit en ligne ou dans des formats plus traditionnels. Et en ce moment, sur la ville, on a lancé une concertation jeunesse, donc vraiment aller à l'écoute des jeunes entre 12 et 30 ans, voir les sujets qui leur tiennent à cœur, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour leur ville et comment la ville et ses partenaires accompagnent leurs projets de réussite jeune, réussite dans tous les sens du terme. Et on s'est très vite rendu compte, au bout des 3 premières réunions publiques de rencontres avec ces jeunes, que les jeunes des quartiers populaires, justement, étaient absents.
Donc l'idée, c'était plutôt d'aller vers eux et de créer ces espaces de dialogue directement là où ils sont et de le faire en petit comité parce que la question de la légitimité à prendre la parole devant des élus, devant des adultes, des professionnels et avec des jeunes, des fois d'horizon, voilà, des étudiants en grandes écoles, etc., c'était pas simple, même si la richesse de cette mixité, justement, est importante. Mais du coup, on a vraiment été les voir, on a fait des ateliers en plus petit format, et l'idée, c'est que c'est une première étape dans leur participation, c'est-à-dire qu'on se voit entre eux, entre guillemets, mais c'est pour accompagner cette légitimité, leur faire prendre conscience, puisqu'ils ne l'ont pas, que ce qu'ils ont à dire est aussi important que ce qu'ont à dire les autres jeunes de la ville. Donc, une première étape est de les faire participer ensuite, s'ils le souhaitent, aux autres réunions, pour que cette mixité des paroles et des publics soit réelle. Donc, et après, retraduire effectivement sur l'outil numérique ce qui a été dit dans ces ateliers un peu plus spécifiques. Donc ça, c'est vraiment prendre en compte là où ils sont. Et c'est pareil avec les seniors. On a fait un atelier avec les seniors sur un senior dans tel quartier, à quoi il a accès et qu'est-ce qui manque et comment on peut travailler avec ces seniors sur des propositions concrètes. Ça se passe avec eux. Et puis, il n'y a pas d'outils numériques, il n'y a pas d'ordinateur, on n'est pas sur la plateforme, on est en discussion, on est en proposition, et puis ensuite, on retraduit tout ça. Et ça rejoint un peu ce que disait Franck. C'est à un moment, cette richesse des échanges, il faut être en capacité de la transmettre sans la trahir, avec sincérité, et qu'elle vienne non pas comme quelque chose d'à côté de la participation, mais qu'elle intègre complètement tout le processus, même si elle n'est pas dans un format un peu plus traditionnel. Qui souhaite réagir, Wissoline? Oui, je rajouterais juste, sur la participation des jeunes, on remarque, on a tendance, grâce à la plateforme, typiquement, on permet de donner de la vraie lisibilité à l'intégralité d'un process de participation, mais ce qu'on remarque, c'est qu'avec les jeunes, ce qui fonctionne, c'est d'aller chercher de la participation un peu ad hoc, un peu comme des snacks qui vont, on va aller les consulter et ensuite on va le remettre dans la plateforme, mais ils ne vont pas forcément s'intéresser au process global. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement, je pense, créer ensemble un peu cette nouvelle habitude de participation, et ça viendra certainement avec le temps, mais en tout cas, ce qui fonctionne là vraiment, c'est la participation ad hoc. Et pour ce qui est de la participation des exclus, donc typiquement, on a eu l'occasion de travailler avec Emmaüs Solidarité, on les a aidés on a participé à la co-création de leur plan stratégique à 5 ans, mais ils voulaient du coup faire participer les personnes qu'ils aidaient. Et donc, évidemment, absolument aucun accès au numérique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé tout simplement leur parler, poser quelques questions, et sans avoir l'intermédiaire du numérique qui vient un peu compliquer la discussion. Donc, il fallait se souvenir, noter, et ensuite, après, tout réajouter dans la plateforme, parce qu'évidemment, on n'avait pas envie d'avoir cet intermédiaire un peu bloquant. Donc, voilà, il fallait s'arranger pour que le numérique ne soit pas une barrière, au contraire, et comme ça, on s'arrange aux habitudes de participation de chacun. Oui, après, peut-être que les acteurs publics s'appuient beaucoup plus sur les acteurs de l'inclusion numérique pour intégrer ces questions de démocratie participative aussi dans les ateliers, que ça devienne en fait un champ au même titre que celui de la santé ou d'autres. Franck, qu'est-ce que vous faites réagir? Non, j'avais l'impression, mais sinon, il y a peut-être d'autres questions. Non, mais histoire d'être un peu provocateur, moi je me demande qui est le soldat Ariane à sauver. Est-ce que c'est le présentiel ou est-ce que c'est le numérique? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, contrairement peut-être à une pensée dominante, je pense que c'est le numérique qu'il faut sauver. Parce que c'est le numérique qui est en danger. Parce qu'il est peu utilisé, en réalité. L'immense majorité des consultations citoyennes se font en petit comité, avec un format extrêmement classique, extrêmement conventionnel, avec les mêmes publics que l'on retrouve structurellement, qui sont les publics les plus disposés à participer. Et le numérique, c'est gadgetisé en grande partie, avec peut-être aussi une responsabilité d'activité, une profusion de micro-applications un peu gamifiées qui ne rendent pas hommage en fait d'une certaine manière au sérieux de la démocratie. Donc voilà, je le fais sous forme un peu provoque, mais
je pense que le salariat, il est numérique aujourd'hui. Et qu'il y a une vraie responsabilité à rendre beaucoup plus robustes les plateformes, à les légitimer, les techniques d'analyse, parce que c'est bien de consulter, c'est bien de faire dialoguer, mais si on n'est pas capable derrière d'analyser, ça ne sert à rien, c'est du vernis. Et donc, il y a toute une épistémologie, ça pas l'histoire des outils d'avant, enfin une épistémologie du dialogue citoyen et singulièrement du dialogue numérique qu'il faut réinventer. Peut-être en se rappelant aussi les origines du web, qui ont quand même été placées sous le signe de la délibération et de l'échange. Armel Lecause, juste je vous laisse répondre et puis je pense que je passerai la parole à Julie Stein de la Banque des territoires pour la conclusion ensuite. Merci. Oui, je voulais, en réaction, parler d'un projet qu'on est en train de mener, Démocratie ouverte, mais avec pas mal d'autres acteurs, qui est le projet de la construction d'un indice de qualité démocratique, justement pour objectiver les pratiques démocratiques, parce qu'on en a peu parlé, mais il y a aussi, et tu viens de l'évoquer Franck, beaucoup de citizen washing, de la manière qu'il y a du greenwashing, c'est-à-dire des collectivités parfois, des élus, soit à dessein, soit sans trop s'en rendre compte, mais qui surfent sur une espèce de vague de la participation, du numérique, d'une forme de modernité, on va consulter à tout va, mais avec très peu de sérieux, de méthode et de qualité derrière. Et donc, on travaille sur cet indice de qualité démocratique, justement pour objectiver et permettre, d'une part, d'améliorer les pratiques, mais d'autre part aussi pour les citoyens de dénoncer des pratiques qui ne seraient pas dans les canons et qui ne respecteraient pas certaines lignes rouges, certains grands principes, notamment sur qu'est-ce qu'on fait de la consultation, quel est le lien à la décision au final, quelle transparence sur l'ensemble du processus, comment est-ce qu'il y a des efforts pour aller chercher des participants au-delà de toujours les mêmes, etc. Puis le deuxième point que je voulais évoquer, c'était quelques retours d'expérience du labo de démocratie ouverte sur les questions de la ruralité, des quartiers populaires, et ça va dans les mêmes logiques que ce qui a été évoqué, c'est-à-dire il y a des partenariats qui peuvent être faits. Là, on bosse par exemple avec le département de la Seine-Saint-Denis où on bosse avec l'aide sociale à l'enfance, et donc les enfants placés en foyer, et on bosse avec eux sur comment est-ce qu'on fait du sport en même temps qu'on fait du participatif. Et on est dans une logique d'épreuves sportives, où au milieu d'épreuves sportives, hop, on fait participer sur là, par exemple, les Jeux Olympiques et la place, l'héritage des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis, et puis on se met à refaire du sport, et donc du coup, on vient mixer des formats comme ça, sport et participation, ou des formats culturels. Là, c'est avec, par exemple, le Est Ensemble, donc un établissement public territorial, qui a fait une convention citoyenne sur le climat pour faire leur PCAET, désolé pour les acronymes, donc leur plan climat, air, énergie territoriale. Et nous, on a essayé de faire participer des générations futures. On a été faire du porte-à-porte, chercher des jeunes en ligne à plein d'endroits, donc des jeunes qui jamais ne seraient venus s'intéresser à cette convention citoyenne, et donc des jeunes entre 11 et 18 ans qui se sont mis via du théâtre et de l'improvisation, etc., en posture de faire des stories, parce que c'était le format qu'ils voulaient utiliser, pour réagir aux propositions de la Convention citoyenne au fur et à mesure que ces propositions étaient en train d'être construites, et donc venir avoir une influence sur les citoyens qui ressortent de la Convention citoyenne via une logique de génération future qui s'adresse aux générations présentes. Et donc en gros, on leur a fait voyager dans le futur. On les a pris en photo, on a fait vieillir les photos, donc ils sont vus eux dans 50 ans, et ils ont essayé de parler de là, soit en leur nom propre, soit au nom de leurs enfants à naître, etc. Et donc des générations futures qui s'adressent aux générations présentes. Il y a plein de choses à inventer, et c'est un champ de créativité qui est gigantesque aussi, et d'innovation qui est gigantesque pour faire en sorte que cette démocratie, tu parlais de bus où on fait la fête dedans à New York, que ce soit quelque chose de joyeux, de vivant, de convivial. Et le numérique a son rôle à jouer là-dedans, mais ne peut pas être tout seul. Merci beaucoup. Oui, Franck Soubès. Un dernier commentaire, oui, parce que je ne résiste pas à la tentation, parce que j'adore ce dire même. Dans notre livre avec Gilles Corriol, on termine le bouquin avec une prospective 2027 où on dit la démocratie future est une démocratie qui deviendra festive. C'est-à-dire qu'elle se sera désennuyée. Elle aura fait en sorte que l'expérience
citoyenne, une expérience utilisateur de la démocratie soit devenue presque aussi addictive qu'une série télé. Et ça traduit exactement ce que tu viens de dire aujourd'hui. L'intervention du citoyen dans le jeu démocratique est une intervention qui se traduit par de l'hostilité, par du clash. Vous avez peut-être vu la veille de Noël dernier un nouveau marronnier des médias qui listait les 10 sujets d'engueulade du réveillon, qui étaient 10 sujets politiques. Donc ça traduit bien ce que signifie pour le citoyen aujourd'hui que s'intéresser à la démocratie. Ça veut dire rentrer dans une dynamique de clash. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut complètement réviser ce présupposé en rendant l'expérience démocratique quasi célébrative. Voilà, le jour où on aura un festival de vieilles charrues citoyennes, on aura réinventé le jeu démocratique et on aura fait cet exercice. Quelque chose de plaisant. On peut le souhaiter, en tout cas merci. Je pense qu'on va passer la parole, excusez-moi Céline Médélan, mais il faut qu'on arrive à clore le débat. Donc Julie Stein, vous êtes chargée de projet inclusion numérique et services au public de la Banque des territoires et je vous laisse le mot de la fin. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, un peu parallèles d'ailleurs, sur le chat. On n'a pas pu peut-être relayer toutes les questions de tout le monde, mais je vous laisse peut-être en dire. Merci beaucoup. Je vais déjà commencer par remercier l'ensemble de nos intervenants pour ces échanges qui étaient très riches et les éclairages qu'ils ont pu apporter sur cette question-là. La démocratie de demain sera probablement une démocratie hybride, mais je pense que la société de demain doit aussi être une société hybride qui ne laisse aucun Français sur le bord de la route. On a eu beaucoup de débats dans le chat, effectivement, sur les questions de ruralité et les questions d'implication aussi du service public dans la démocratie. On est toutes et tous, chacun plus ou moins à des degrés différents, exclus du numérique aujourd'hui. Les Français ont des usages très hétérogènes du numérique et la Banque des territoires, elle souhaite accompagner l'ensemble de ces usages-là et accompagner donc l'ensemble des Français, donc les 13 millions, toujours encore beaucoup trop exclus du numérique, mais aussi l'ensemble de la population française. Le numérique, il peut pas tout, mais il peut beaucoup de choses. En tout cas, j'ai entendu tout ce qui a été dit sur le besoin de formation, le besoin d'acculturation, notamment via l'éducation populaire, à la fois des professionnels et des décideurs politiques, mais également de l'ensemble de la population pour aller encore plus loin et que vraiment le numérique soit une chance et une opportunité pour tous, et notamment pour nos démocraties et nos sociétés également. On continue, nous, soit en fonds propres, soit dans nos investissements à agir pour cela, à agir pour que vraiment la démocratie et la société de demain ne laisse personne sur le bord de la route, et que l'inclusion numérique, elle soit pas non plus la voiture balai, donc le prétexte aussi à ce qu'on agisse vraiment pour ces citoyens-là. Je pense que je suis aussi un petit peu d'accord avec vous, Franck. Je pense que le numérique, c'est le soldat Ryan qu'il faut peut-être sauver, mais pour ça, encore une fois, je pense que tout se fera aussi via les lieux physiques avec l'ensemble de la population, et je vous remercie encore une fois pour vos éclairages riches de ce matin, et je remercie aussi les participants en ligne malgré les petits bugs de ce matin. Encore une fois, on l'a dit, le numérique ne peut pas tout, et la société de demain sera hybride, et nos futurs petits déjeuners le seront aussi, et on espère que vous nous entendrez encore mieux la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie à toutes et toutes pour votre participation de ce matin. Pour tout le monde, juste, le son était en retard ce matin, le petit déj aussi, mais il est là. Donc pour ceux qui ont encore un peu de temps pour prendre un café et discuter, il est juste derrière.